Non. Bon, eh bien, je vais vous présenter un exposé sur les météorites de l'Aveyron qui ont été trouvés au XIXe siècle. Donc cette carte de France avec les météorites trouvées au XIXe siècle, au XXe siècle, elle est assez connue dans le milieu de l'astronomie, qui démontre qu'on en trouve beaucoup moins aujourd'hui, sauf depuis que le réseau Fripon s'est mis en place, on commence à en retrouver un peu plus. Et comme je suis relais local Vigiciel, j'ai fait ces recherches pour décliner la présentation de Vigiciel pour les participants locaux, pour que ce soit plus concret avec leur territoire, pour que ce soit plus parlant. Et puis aussi pour faire une porte d'entrée, par exemple pour les scolaires, je fais pas mal d'interventions pour les collèges, pour qu'il n'y ait pas que la science. Bonjour. Pour qu'il n'y ait pas que la science, comme ça m'a demandé de faire des recherches en archives, il y a une porte d'entrée vers l'histoire aussi. Et du coup, pour les élèves qui s'intéressent plus à l'histoire que à la science, du coup, ça les intrigue. Et puis pareil, inversement. Donc ça permet d'attirer l'attention de plus de monde. Alors, je me suis intéressé aux météorites de Favars et puis d'Aumières. Donc Aumières, c'est en bordure des gorges du Tarn sur le causse de Sauveterre. Et puis Favars, alors il y a deux Favars, c'est entre Séverac-le-Château et puis Rodez. Donc c'est à peu près à mi-chemin. Donc j'ai fait mon curieux, je suis allé sur le site météorotical qui référence le catalogue des météorites connues. Et du coup, ça donne déjà quelques informations sur leur masse finale et aussi des pistes en archives. Et ce qui a retenu mon attention et qui m'a confirmé que ça pouvait être une recherche vraiment faite pour moi, c'est que la météorite d'Aumières, c'est écrit en bas, alors on voit pas très bien sur le mur, les témoignages recueillis après la chute de Monsieur Lescure, un érudit vivant à Laverne, et lieu de chute, un petit hameau qui s'appelle Almières. Alors la famille Lescure, c'est mes voisins, et j'habite à Lavergne, donc je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire cette recherche, voilà, le destin se présente à moi. Et du coup, Almières, ça s'appelle aujourd'hui Aumières. Non, c'est l'inverse, pardon, le village d'Aumières, ça s'appelait Almières. Et il y a 2 ans, quand je suis arrivé en Aveyron, il y a une ferme en ruine que je m'étais renseigné pour l'acheter. Et c'est dans cette ferme-là qu'est tombée la météorite. Mais à l'époque, j'étais pas du tout connaisseur de cette histoire. Donc le destin frappant à la porte 2 fois, je suis allé aux archives. Donc les différentes sources, c'est la Société des Arts et Lettres de l'Aveyron, les archives départementales de l'Aveyron, et puis des documents personnels que j'ai, dont des presses anciennes, des revues imprimées. Et en fait, avant de m'intéresser à l'astronomie, j'étais tailleur de pierre sur monuments historiques, et je faisais déjà des recherches aux archives. Et le fait de m'intéresser aux météorites, bon, il y a un lien plus ou moins avec la pierre. Entre-temps, à mi-chemin, j'avais fait des études pour faire des classes de découverte en géologie. Donc il y avait toujours un petit bout de caillou qui se trouvait sur le fil conducteur. Et j'avais l'habitude de faire des recherches aux archives. Donc ma porte d'entrée dans l'astronomie, c'est par les archives et par la roche. Donc les 2 sites, en 1842 et en 1844, il y a beaucoup de témoins du bolide. Il y a l'observation des chutes, et à chaque fois, ça a été retrouvé, alors pour la météorite de Favars, ça a été trouvé dans l'heure qui suivait, par un agriculteur, on verra tout à l'heure. Et la météorite d'Aumières, ça a été trouvé quasiment instantanément, parce que c'est tombé à 1 mètre de la cabane du berger. Donc voilà, il a eu chaud. Donc c'est tombé à chaque fois dans un petit village.
Donc, dans les documents d'archives, il y a beaucoup de témoignages qui sont très précis sur l'observation. Donc ça, je m'en sers pour inciter les gens à faire des déclarations de bolide sur le site Vigiciel pour donner des informations supplémentaires sur ce qu'ils voient. Et on verra tout à l'heure que malgré le fait que c'est vraiment très précis sur ce qu'ils voient, j'ai voulu faire une reconstitution sur le site, sur la plateforme Vigiciel. Mais ils étaient très aléatoires, très vagues sur les azimuts, sur les angles, et du coup ça a un petit peu capoté pour faire une reconstitution d'ellipse de chute. Donc la chondrite de Favars, il y a différents échantillons qui sont conservés à Paris pour un total de 400 grammes, et la chute finale, l'agriculteur a récupéré un bout d'1,5 kg. Donc, entre-temps, ça a été découpé et puis ça a été partagé aussi entre les agriculteurs qui s'en servaient pour soigner les animaux contre la gale. Donc, les témoignages sont très précis et puis c'est vraiment rigolo de lire les documents d'archives. Par exemple, il y a le descriptif de la fragmentation. Tout le monde s'accorde à comparer ce bruit à 9 ou 10 détonations rapprochées de très près, pan, pan, pan. Et donc, on pourrait reconstituer une pièce de théâtre, hein, vraiment, avec les témoignages. Donc, en fait, il y a pas mal de documents qui circulent sur Internet qui viennent des articles parus dans la revue de la Société des Lettres de l'Aveyron, mais dans les archives, dans ces archives-là, il y a aussi d'autres documents manuscrits comme celui-là qui complètent les documents. Donc l'écho de la Dourbie, donc là on est en plein dedans, je ne sais pas si vous êtes allé vous baigner dans la Dourbie, mais il y a la différente presse locale qui permet de voir que il y a des témoins qui sont sur un périmètre assez large quand même. Et même pour la détonation, ça s'est entendu jusqu'à 50-60 km sur les monts d'Aubrac. Et du coup, il y a des témoignages auditifs qui n'ont rien vu, mais qui témoignent du son. Et là, par exemple, sur ce document d'archives, là, il y a le dessin de la météorite avec du vocabulaire qu'on utilise toujours maintenant, les arêtes émoussées. Quand on fait les présentations vigicielles des météorites, il y a du vocabulaire qui revient toujours, et en fait, il était déjà présent. Donc c'est assez rigolo de voir que 180 ans en arrière, c'était déjà le même vocabulaire précis, c'était même pas des synonymes, c'était le même. Et la météorite a été trouvée entre le hameau de Favars, qui se trouve là où je passe la souris, ici, et la garrigue, là. Donc dans les témoignages, ça précise aussi que c'était à 80 mètres de la rivière de l'Aveyron. Donc on peut reconstituer, on peut vraiment se rapprocher de la zone de la chute pour alors pas pour faire des recherches, parce que 180 ans après, c'est un peu compliqué de retrouver des choses. Mais au moins pour des sorties pédagogiques, éducatives, grand public, ça permet d'aller sur site et de parler de l'histoire et en faisant une randonnée en même temps. Donc l'agriculteur était de Favars. Il a vu la météorite tomber. Il l'a trouvée tout de suite après. Il l'a déterrée à la pioche parce qu'elle était bien enclavée dans les roches. Alors, quelle messe finale retrouvée mentionne les catalogues pour la météorite de Favars. Alors, ça mentionne
1,5 kg. Maintenant, il ne reste plus que 400 grammes. Donc, ça a été découpé et puis partagé. Là, c'est écrit sur le document d'archives. Les paysans la dépecèrent pour protéger les troupeaux de la gale. C'est parce qu'il y a du soufre. Enfin, ça sentait le soufre. Non, en tout cas, ça précise que ça sent le soufre. Et du coup, le soufre est connu depuis longtemps pour soigner les bêtes contre la gale. Donc, sur ce document aussi, c'est marqué « Le berger trouva la pierre encore chaude ». Sur un autre document, c'est écrit « Dépourvu de chaleur ». La théorie, c'est que c'est glacé encore quand ça arrive au sol. Donc, soit c'est parce que quand on met la main sur quelque chose de chaud ou de froid, ça fait la même sensation. Donc, soit c'est cette sensation trompeuse, soit c'est la personne qui rédige l'article qui se donne un petit peu de liberté sur l'interprétation qu'il fait des dires des paysans. Donc là, on voit retirer chaud encore et puant le soufre. Donc les pistes de travail pour la suite, ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc là, c'est les analyses, c'est le descriptif vraiment précis de la composition des deux météorites, celle de Favars et celle d'Aumières. Donc la chondrite d'Aumières, maintenant il nous reste 1,4 kg environ. Donc elle se trouve au Muséum d'histoire naturelle aussi. Et là c'est un dessin qui a été fait à l'époque à Paris de l'échantillon qui était plus gros. Donc c'est tombé juste à côté de la cabane du berger, du pâtre, comme c'est marqué. Et elle a été dépecée aussi entre tous les paysans. Et les observateurs, ils sont de l'Avergne, donc c'est entre Séverac, le château, et puis Rodez. Rodez, Saint-Geniès-d'Olt, Mostuet-Joule, la Lozère, le Gard, l'Ardèche, enfin sur un rayon de 120 km. Donc ça c'est pour le météore. Et il y a un témoignage d'un scientifique qui était sur Mende, c'est en Lozère, qui par le son a fait l'estimation du lieu de chute et s'est trompé à quelques kilomètres près, mais avec le bon azimut quand même. Donc il était assez précis sur la chose. Et la masse finale retrouvée, mentionnée dans les catalogues, on parle de 2 kg. Donc ça, c'est la version officielle de ce qui a été trouvé à l'époque, hein, pas de ce qui reste maintenant, mais de ce qui a été trouvé. Mais en épluchant les documents d'archives, ça parle de 20 kg. Donc les témoins parlent de 20 kg. Le musée de Rodez parle de 20 kg, donc la Société des Arts et Lettres. Et le Muséum d'Histoire Naturelle aussi, ici, parle de 20 kg. Donc ça fait 3 sources, dont le muséum qui parle de 20 kg, donc ça permet de se conforter dans le sens où ça pourrait être vrai. Et donc c'est les paysans qui se sont partagés le magot. Mais du coup, je ne sais pas où sont partis les 18 kilos pour que le catalogue référence ça, parce que c'est quand même dans des documents d'archives, dont le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc soit ça a été une faute de frappe à un moment donné au fin 19e siècle, et puis c'est resté comme ça. Et pour la météorite d'Aumières, le même jour, même heure, il y a un autre météore dont il y a l'observation, il y a la chute observée mais non trouvée, et qui venait de l'autre sens et qui est tombé vers l'Odève.
Donc c'est assez rigolo de voir parce que quand j'ai fait les recherches aux archives, je suis tombé sur ces articles-là et j'ai pas fait attention tout de suite de la direction et du lieu de chute parce que du coup je cherchais dans tous les bulletins des éditions locales les dates approximatives 2 semaines après l'événement. Et je suis tombé là-dessus, forcément je l'ai mis de côté en me disant que c'était la même, et en fait non, pas du tout. Donc la fin de l'ellipse, tout s'est retrouvé à Paris parce qu'au début les échantillons se sont retrouvés au musée Fenaille de Rodez. Donc c'est un musée qui fait toujours partie de la Société des Arts et Lettres. Et fin 19e siècle, le Muséum d'Histoire Naturelle fait des lettres à tous les musées locaux pour leur demander de leur confier les météorites. Et je suis allé dans les réserves du musée Fenaille à Rodez. Il y a toujours quelques petits cartons où c'est écrit aérolite, point d'interrogation. Et du coup, on voit que c'est terrestre, donc on voit qu'ils ont bien fait le tri, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'ils laissent certains dans le musée de Rodez. Et ce qu'en pensent les scientifiques à l'époque, alors les lecteurs aveyronnais, ils peuvent lire un petit peu tout, parce que les scientifiques sont encore très divisés sur la chose. Et aussi même les journalistes locaux ou les érudits locaux mettent en avant un petit peu les croyances populaires, donc tout est un petit peu mélangé. Et la conclusion d'Hippolyte de Barrau, qui est fondateur de la Société des Arts et Lettres, j'aime bien parce que du coup il dit qu'il faut attendre que les progrès de la science fassent leur travail et qu'il ne faut pas s'arrêter sur une théorie et de ne jamais vouloir la réfuter ou la changer. Mais on était à une époque où il y a certains scientifiques, j'ai lu les articles, qui pensaient encore que ça venait des projections des volcans de la Lune. Donc, voilà, on est encore à une époque où c'était tout nouveau comme science. Donc, que faire 180 ans après? Donc là, j'ai bien précisé, c'est une démarche expérimentale. L'échec est envisagé. Bien sûr, je ne vais pas aller dans les pâtures pour rechercher, voir s'il y a encore des échantillons. Surtout celle d'Aumières, parce que c'est en bordure des gorges de Terne. Donc, et la manière dont l'ellipse de chute peut être refaite, ça allonge un peu le Tarn. Donc, il y a vraiment beaucoup de zones qui sont impraticables. Mais si on a retrouvé un bout de 20 kg à l'époque, ça pourrait sous-entendre qu'il y a d'autres choses qui sont tombées autres que ce bloc. Mais du coup, à court terme, je pense que c'est intéressant pour avoir un fil conducteur sur des randonnées géologiques, sur des balades comptées, en allant sur le territoire précis. Et donc ça, c'est à court terme. Et enfin, je le fais déjà d'ailleurs pour Favars, parce que j'habite juste à côté. Je fais des randonnées géologiques là-bas pour faire découvrir les roches, les minéraux et les fossiles. Et puis l'après-midi, je fais les ateliers vigiciels avec les mallettes pédagogiques. Et à plus long terme, du coup, continuer les recherches en archives, et surtout dans les archives privées, parce que je connais les familles d'agriculteurs là-bas qui sont là depuis plusieurs siècles. Et du coup, si j'arrive à trouver des documents d'archives qui mentionnent l'histoire, voilà, ça ferait des petites informations supplémentaires qui seraient bien à prendre pour une exposition au musée Fenaille à Rodez. Et donc les points positifs, donc c'est l'accès aux fermes anciennes aussi, parce que je connais les agriculteurs, donc voir si dans les granges dans lesquelles il y a certaines granges dans lesquelles je suis déjà allé, il y a des choses qui n'ont pas bougé depuis 150 ans. Donc je reviens sur l'idée que l'échec est envisagé, mais il y a quand même quelques pistes qui pourraient
faire retrouver un échantillon. Les points négatifs, c'est l'érosion, c'est le labour, les piétinements, le bétail. Et puis, si jamais il y a des bouts qui auraient été mis sur des clapasses, donc c'est des tas de pierres qu'il y a dans les champs que les agriculteurs font pour que ce soit de plus en plus labourable. C'était il y a 180 ans, donc ça veut dire que c'est en bas du clapasse. Donc voilà, il faut tout démonter pour partir du principe qu'on va rien trouver. C'est pas forcément le plus encourageant, mais voilà. Et c'est moins détectable qu'une météorite ferreuse, donc voilà, c'est un peu compliqué de retrouver une chondrite 180 ans après. Et ces vigicelles avaient été mis en place dès le 19e siècle. Donc j'ai pris les témoignages, j'ai fait la simulation sur la plateforme Vigicelle. Donc pour ça, j'ai demandé à François Colas, à Carl Lantier de Limo, et puis le troisième compère qui s'occupe de la même plateforme mais aux États-Unis. Je me souviens plus le nom. Et du coup, on a, comme le logiciel il est bridé à 1980, du coup j'ai mis ça au 1er janvier 1980, et du coup on a prévenu tout le monde pour éviter que les Américains qui sont sur la plateforme aussi se disent qu'est-ce qui se passe là. Voilà. Donc avec les témoignages, la reconstitution, ça a été un petit peu un flop, ça a un petit peu capoté, parce que autant ils sont précis sur l'observation du phénomène météore, mais très vagues sur l'azimut. Donc du coup ça a donné ça. Donc il n'y a pas de flèche finale qui donne la direction. Mais la différence avec des observateurs d'aujourd'hui qui pourraient faire leur déclaration et qui va reconstituer une direction sur la plateforme, c'est que là il y a eu plusieurs chutes observées, dont j'ai retrouvé la trace dans les archives. Il y a l'observateur principal qui est le plus expérimenté, et du coup ça fait 3 points qui permet de faire une reconstitution d'ellipse de chute. Donc la météorite de Favars, on sait qu'elle tombe à Favars, là où je passe la souris, ici, et il y a une chute observée là. Et l'observateur principal se trouve ici, et c'est passé au-dessus de son village. Du coup, ça permet de faire une reconstitution. Et si on prend une ellipse de chute entre guillemets classique, entre 5 et 20 km de long sur 5 km de large, on pourrait placer ici la première chute observée, dont l'objet n'a pas été retrouvé, mais ils ont vu que ça tombait sur le noyer du village. Là, on pourrait placer Favars, dont la chute est observée et dont l'objet est plus important. Et en prenant compte aussi que les objets les plus gros se trouvent en fin de chute, du coup, ça permet de faire une ellipse un petit peu cohérente qui part du bourg, ici, avec l'objet tout petit, jusqu'à Favars, qui se trouve là, avec l'objet le plus gros. Et si on tire le trait un petit peu plus dans la diagonale vers le sud-est, ça passe au-dessus de ce camping. Voilà. Donc si vous ne savez pas quoi faire... Alors, je suis pas très neutre pour faire cette reconstitution d'ellipse de chute, parce que je me déplace avec l'objet. Parce que moi j'habite là, ici, à l'eau de Favars. J'ai un potager labellisé en bio de 2000 m² que je dépierre à la main, donc forcément j'aimerais bien que l'histoire se finisse comme ça.
Donc c'est pour ça que le travail collectif avec d'autres personnes qui seraient neutres permettrait de faire des théories voilà, sans ce sentiment que j'aimerais bien que ça finisse sur ce Favarse-là. Donc mon potager est très bien dépierré. Et du coup, ça correspond avec les dimensions qu'on a vues tout à l'heure sur 20 km de long, 5 km de large. Et si on prend les autres largeurs nord, sud, est, ouest, on est en dehors de ces dimensions. Donc, je suis assez confiant pour faire cette reconstitution d'ellipse de chute comme ça. Ici. Donc, connaître sa géologie locale, bon, bah ça c'est un des supports que je prends pour les sorties géologiques que je fais sur ce fond d'histoire, avec la géologie de la vallée de l'Aveyron. Alors rendez-vous cet été sur Causse Noire pendant Astrociel. Bon, ça c'est parce que j'avais fait cet exposé pour les journées des commissions à Paris ce printemps. Et comme a priori c'est passé au-dessus de ce camping. Et en faisant les recherches aux archives de la Société des Arts et Lettres de Rodez, il y a l'archiviste qui m'a montré un document, parce que du coup je lui ai dit pourquoi je faisais ces recherches, et il m'a dit « Ah, j'ai un super document qui devrait vous intéresser ». Et en fait, c'est un chroniqueur du XVIe siècle qui raconte les guerres de religion à Milhaud. Et parmi toute la partie tragique de ces documents, il y a la description de la grande comète de 1577 vue de Milhaud. Voilà, donc en fait, il savait pas trop de quelle comète il s'agissait. Puis quand j'ai vu 1577, je lui ai dit que c'était la grande comète et qu'elle avait été observée bien au-delà de Milhaud. Donc, si vous voulez découvrir l'Aveyron, vous pouvez venir près de Favarse. Donc, c'est dans ce type de pâture. Donc là, c'est le hameau de Favarse. C'est dans ces pâtures qu'est tombée la météorite. Ici, il y a le village de Lavergne, où l'observateur principal, Monsieur de Lescure, faisait... En fait, j'ai lu tous ces documents d'archives, et ce monsieur passait sa vie dehors la nuit. Il a beaucoup d'observations de météores à son actif. Il a plusieurs météorites retrouvées et des observations dont il n'y a pas eu de trouvailles, mais voilà, c'était l'érudit local qui a fait beaucoup de dons au musée Fenaille de Rodez. Voilà, les prélèvements géologiques peuvent être un peu compliqués avec les vaches au braque. Voilà. Et du coup, avec le musée Fenaille de Rodez, on a contacté les régisseurs de collection du Muséum d'histoire naturelle pour voir si on pouvait faire revenir les deux échantillons l'automne prochain. Mais c'était un petit peu compliqué, surtout au niveau des assurances qui sont un peu astronomiques. Donc du coup, on fera une exposition sans les météorites. Mais pour faire une animation supplémentaire dans le musée, mais pour le coup surtout avec les documents d'archives, et puis certainement aussi les mallettes vigicielles pour que le public puisse les découvrir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, si vous avez des questions sur le début, de quoi s'agit-il, n'hésitez pas. Donc finalement, il ne reste aucun exemplaire de météorite ici, ils sont tous au muséum. Oui, ils sont au muséum, et puis il y a des collectionneurs privés qui en ont des tout petits échantillons. Voilà. Et le muséum en a plusieurs exemplaires.
Et en fait, au début, j'avais contacté le responsable de la collection météorites géologiques, qui était super ouvert pour que ça revienne ici. Et si ça tenait qu'à lui, en fait, on les aurait eu assez facilement, je pense, au musée Rodez. Mais vu que ça a été, vu que les régisseurs, ils sont moins, enfin, ils sont multiples collections, c'est peut-être parce qu'ils ont été moins sensibles au truc. Et je pense qu'au début, ils pensaient que je voulais les mettre dans mon salon pour les montrer à mes amis. Et ce qui n'était pas le cas du tout, parce que comme je suis une toute petite structure et en nom propre, voilà, ils n'ont pas fait la différence entre une entreprise et puis une personne privée. Du coup, après, c'est le musée, on a dit, non, c'est le musée qui les prend dans le musée Rodez, qui est un musée public. Donc, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, mais du coup, eux-mêmes, ça a été compliqué pour les assurances. Voilà. Il y a eu des analyses poussées du météore pour l'histoire de... Ouais, du coup, et avoir une idée d'où il pouvait provenir. Alors, d'où ça provient, je sais pas, mais par contre, je reviens sur le document. Ça, c'est des documents d'archives avec la composition complète qui est détaillée. Et du coup, j'ai pas encore vu les archives du Muséum d'histoire naturelle. Du coup, j'imagine qu'ils ont fait la même chose et du coup, j'aimerais bien comparer les deux pour voir si à l'époque, en 1852-54, c'était déjà très précis comme aujourd'hui. Les compositions étaient les mêmes dans les deux morceaux? Non, c'est deux chondrites différentes. Et du coup, les chutes, c'est sur 2 années de décalage. Et c'est sur 2 villages différents, distants de 30 km. Mais c'est des chondrites classiques. Enfin, quand je dis classique, entre guillemets classique, c'est pas le noyau de l'astéroïde. Voilà. C'est pas une ferreuse qui serait beaucoup plus rare. L'histoire du soufre, ça se retrouve dans d'autres météorites. C'est avéré qu'il y a du soufre. Alors, en tout cas, ça sent le soufre. Après, s'il y en a dans toutes, je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, il y a tous les témoignages qui... Voilà, encore, voilà, le météorite retiré, chaud. Bon, chaud, c'est avec beaucoup de réserve. Encore épuant le soufre. Et du coup, comme les paysans soignaient l'égal des troupeaux avec du soufre, c'est pour ça qu'ils se la partageaient en fait. Voilà. Parce que là, il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a offert au musée de Rodez, mais il l'a pas conservé dans le musée de Rodez Non, parce que Paris lui a demandé gentiment de lui donner. Mais c'est pour ça que je vais continuer les recherches avec les familles locales. Alors la famille de Lescure, donc c'est l'observatoire principal. Bon, c'est mes voisins, c'est des amis, mais le château dans lequel ils habitent, il a brûlé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc tous les papiers de famille sont partis en fumée. Et c'est vraiment dommage parce que bon, c'est dommage pour tout, hein, mais pas que pour la météorite. Hein. Mais ces autres témoignages auraient pu être intéressants. Et vu que c'était un gros collectionneur, qu'il a donné beaucoup de choses au musée, rien ne l'empêchait de garder quelque chose pour lui. Mais voilà, il y a eu beaucoup de pertes à la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on voit la tête des pâtures de l'Aveyron, entre les déserts et puis et les pâtures avéronaises, le travail d'érosion c'est fait différemment. Et puis c'est très humide, il y a du pâturage, donc les vaches, tout disparaît, quoi. Après, moi, quand j'emmène les gens pour faire des sorties géologiques, c'est le prétexte. Ils savent bien qu'ils vont pas trouver une météorite 180 ans après.
Mais du coup, je pense que les documents d'archives, ça peut servir aussi pour d'autres sites. Moi, je l'ai fait ici parce que j'habite là. Mais ça peut s'appliquer dans tous les départements où il y a eu des... Hop. Voilà. Si on reprend tout ce qui s'est passé là, alors, on pourrait faire le même type de recherche dans les documents d'archives, même si on va rien trouver après. Mais voilà, c'est très intéressant quoi, comme sujet. Voilà, je vais laisser la place peut-être au suivant. Merci.